Alors, ce que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous, c'est finalement cette histoire des interactions entre le monde animal et les sociétés humaines, non pas depuis la nuit des temps, hein, même si mon exposé s'intitule « Une histoire plurimillénaire ». Plurimillénaire, il suffit qu'il y en ait deux, et on se retrouve dans le monde romain, donc c'est pas si loin. Mais une histoire qui s'est singularisée et s'est intensifiée, je dirais, avec la naissance des sociétés villageoises, des sociétés agropastorales. Donc c'est surtout de cela dont je vais vous parler, et pas tant des chasseurs préhistoriques qui, comme chacun sait, ont tué beaucoup d'animaux et les ont mangés, et ont eu des relations bien plus complexes que ça, évidemment, avec ces animaux. Donc, le premier point que je voulais aborder, c'est finalement l'idée que la naissance de la domestication des animaux et des plantes, hein, à chaque fois on peut rajouter et des plantes, mais moi je veux surtout vous parler d'animaux, la naissance de cette domestication participe en grande partie d'un fait majeur de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'accession à un mode de vie d'agriculteur-éleveur, à partir d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs, et un fait majeur aussi de l'histoire de la biosphère. C'est là-dessus que je voudrais commencer en indiquant que cette histoire-là a débuté à la fin des temps glaciaires, non pas dans la période holocène de climat relativement tempéré et prédictible dans laquelle nous vivons, mais dès la fin des temps glaciaires, il y a au moins 12 000 ans. C'est une histoire qui s'enracine loin. Deuxièmement, c'est une histoire qui est marquée au début par ce qu'on appelle la néolithisation, hein, qui vient du nom de la culture, nouvelle pierre polie, mais ce mot n'a plus grand-chose à voir avec avec l'idée, le concept qui l'a forgé, puisque cette néolithisation, elle est entendue maintenant comme changement de mode de vie, passage d'un mode de vie de prédateur à un mode de vie de producteur. Mais cette longue histoire de la néolithisation, elle se prolonge d'une certaine manière à travers la structuration des campagnes, la naissance des villes, la constitution de villages autour des villes qui vont alimenter ces villes, aux alentours du 4e millénaire, du moins en ce qui concerne le Proche-Orient, avant notre ère. Elle se prolonge aussi avec la naissance des États, avec le développement du commerce à longue distance, pré-antique, puis à l'Antiquité, et il faut, à mon sens, lier toute cette évolution, cette complexification, cette densification à ce que nous vivons actuellement à travers la dernière étape, l'industrialisation, et puis ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la mondialisation. Donc c'est dans cette perspective de la longue durée que je voudrais inscrire cette relation homme-animal, que cette histoire de la transition chasseur-cueilleur, éleveur-agriculteur s'enracine dans les temps glaciaires, et ces différentes étapes, en fait, cette continuité d'intensification, de structuration des sociétés humaines, de densification du peuplement humain à la surface du globe, qui fait que ces événements-là ne sont pas seulement des événements de société, des événements liés à l'histoire de l'humanité, mais aussi des événements qui ont fortement impacté la biosphère. Alors, cette deuxième image, qui est beaucoup plus banale, souligne quelque chose que vous savez toutes et tous, c'est que nos écosystèmes ne sont plus depuis fort longtemps des écosystèmes naturels, que la très très grande majorité d'entre eux sont des écosystèmes qui ont été soit façonnés par l'activité humaine, comme cette forêt de coteaux provençale que je qualifierais d'écosystème anthropisé parce que la forêt a été utilisée pour faire du charbon de bois pendant des siècles et des siècles et pour bien d'autres choses, soit des écosystèmes qui sont véritablement composés par l'homme, même s'ils le sont à partir d'éléments naturels et qui sont très rapidement colonisés par des adventices, des parasites, etc., etc. Ce sont des écosystèmes que je qualifierais d'anthropiques. Les écosystèmes naturels, on croyait encore il n'y a pas très longtemps qu'il en existait beaucoup, qu'il en restait beaucoup en Amazonie, etc., etc. Puis maintenant, on sait que même en Amazonie, dans la forêt amazonienne, la plupart des écosystèmes ont été façonnés par l'homme au fil du temps. Donc on est, depuis fort longtemps, et tout à fait clairement, dans une biosphère fortement transformée par l'activité humaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand et comment
cette mutation est intervenue, et je le regarde à travers les relations avec l'animal. Alors, de manière très simpliste, on peut considérer que cette anthropisation de la planète se résume à la naissance, j'aime pas dire la création, mais à la fabrication, à la composition ou à la recomposition de nouveaux écosystèmes par l'activité humaine, intentionnellement ou non. C'est-à-dire qu'à partir d'écosystèmes naturels, qui est quand même un concept qui a existé à une certaine époque, à partir d'écosystèmes naturels, l'anthropisation provoque, induit la naissance d'écosystèmes plus ou moins anthropisés, qu'on peut qualifier, selon ce gradient, d'écosystèmes anthropisés ou écosystèmes anthropiques. Et évidemment, tous les êtres vivants qui composent les écosystèmes naturels vont réagir par rapport à ce nouvel ordre écologique de différentes manières. Si je prends par exemple une communauté très simplifiée de mammifères ouest-européens comme exemple, eh bien certaines de ces espèces vont cantonner leur déplacement et leur vie à l'écosystème naturel de départ, et d'autres vont étendre leur activité à ces nouveaux écosystèmes parce que leur valence écologique, leur niche écologique peut s'étendre, elles ont la capacité de le faire. Donc je le fais en déplaçant les noms, c'est évidemment pas un déplacement, c'est une extension. Je ne sais pas comment faire ça avec le PowerPoint, mais vous avez compris le symbole. Donc c'est certains taxons qui vont pénétrer ces écosystèmes anthropisés, d'autres qui vont pénétrer plus profondément à la lisière des écosystèmes anthropiques, et enfin certains qui vont pénétrer jusque dans les maisons. Alors on parle de souris et de rats domestiques, il est bien clair qu'il ne s'agit pas de domestication, mais il s'agit d'animaux qui sont effectivement, qui ont pénétré l'univers domestique au cœur de ces écosystèmes anthropisés. Et du coup, on peut dire qu'à partir d'une répartition, d'une structuration principalement écologique en fonction de la densité de la forêt, de l'ouverture du paysage, etc., eh bien, on glisse vers un nouvel ordre, une nouvelle structuration de cette communauté d'espèces, avec des taxons qu'on peut qualifier de manière extrêmement anthropocentrée, on est d'accord, mais c'est bien le sujet, qu'on peut qualifier de taxons anthropophobes, comme s'ils refusaient la présence humaine. C'est évidemment pas le cas intentionnellement, mais de fait, écologiquement, ils se cantonnent dans les écosystèmes qui sont situés loin des activités humaines, des taxons anthropophiles et des taxons qu'on peut qualifier de commensaux qui mangent à la table de l'homme. Ce qui fait que cette anthropisation, elle a, pour parler de manière très très simple, elle a un premier effet qui est de créer un nouvel ordre écologique, une redistribution des communautés animales et végétale, bien entendu, dans une nouvelle structure qui est anthropocentrée. Alors, il y a quelques années, quand je disais ça, on me disait « Oh, mais toi, tu vois tout à travers l'homme. » Oui, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire autrement à la surface de notre planète. Donc, acceptons l'existence de cette nouvelle structuration, acceptons aussi qu'elle n'a pas la même signification biologique que la structuration écologique, mais acceptons qu'elle est un outil important pour pouvoir réfléchir à la situation de l'humanité actuelle à la surface du globe. Bien, alors je vais un tout petit peu plus loin, je pousse le bouchon, comme on dit. La domestication, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, ça n'est jamais qu'un cas particulier de ce que je viens de montrer, avec un certain nombre de taxons qui sont dans les écosystèmes naturels, ici les ancêtres des bovins, du mouton, de la chèvre et du cheval, par exemple, et du cochon, qui sont dans ces écosystèmes naturels et qu'on va, alors avec une intentionnalité cette fois, qu'on va transférer dans des écosystèmes anthropisés et qu'on va maîtriser, dont on va tenter de contrôler la reproduction et dont on va essayer de tirer des services. Donc finalement, la domestication peut être vue comme un cas extrême de cette anthropisation, et j'aime bien le voir comme ça parce que ça me permet, à moi qui étudie le processus de domestication, ça me permet de prendre en considération la continuité entre l'intensification de la relation, qui n'est pas nécessairement intentionnelle de la part de l'homme, et cette situation que nous connaissons aujourd'hui d'animaux entièrement contrôlés. Bien, alors je passe vite là-dessus, on pourra y revenir. Bon, voilà, c'était mon premier propos que d'essayer de relier cette domestication à un phénomène beaucoup plus large. Et c'est en cela, à mon avis, qu'elle est intéressante.
le deuxième propos, il est d'essayer de voir un peu ce que c'est réellement que cette domestication, et en particulier de me demander où et quand elle a débuté. Est-ce qu'on peut préciser les choses? Et puis ensuite d'adresser un certain nombre de questions plus difficiles. Comment ces premières domestications ont-elles débuté? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose sur le processus qui nous serait utile aujourd'hui? Et pourquoi ont-elles débuté? Ça, c'est risqué de ma part, je le garderai pour la fin. Avant d'en venir à ces questions, je voudrais vous donner quelques éléments sur les méthodes qui nous permettent d'aborder ce phénomène de début de la domestication, puis de début de l'élevage. Vous verrez que c'est deux choses un petit peu différentes dans le néolithique, début de la domestication et début de l'élevage. Bien sûr, il y a beaucoup de méthodes. Si j'étais généticien des populations, je vous dirais que la meilleure méthode est de regarder la diversité génétique, sa structuration, et de remonter par différentes méthodes de coalescence et de rétromodélisation, de remonter aux populations anciennes. C'est une façon de faire, bien entendu, je ne la méconnais pas, elle est très importante, nous l'utilisons beaucoup, mais en ce qui me concerne, je suis archéologue et pas généticien, et bien c'est à travers les archives du sol que je cherche à comprendre ce phénomène. Les archives du sol, ben, ça commence sur la fouille archéologique, et comme le disait monsieur, c'est vrai que je suis très enraciné dans la fouille, parce que c'est vrai dans toutes les disciplines scientifiques, la collecte de l'information est le moment clé. Si on collecte mal, tout ce qui suit est faux. Donc on a véritablement intérêt à contrôler le plus possible, autant qu'on puisse le faire, ce qui se passe sur le terrain, et soit dit au passage, ce n'est pas le moment le plus désagréable de la recherche non plus. Nos archives sont principalement des ossements archéologiques. Alors voilà, un ensemble d'ossements archéologiques qui vient d'un site du tout début du néolithique en Ardèche. Ces ossements en eux-mêmes, ils ont vraiment très peu d'intérêt. Ça ne serait pas des objets archéologiques si ils ne remplissaient pas deux conditions. La première, et vous le voyez, ils sont marqués d'une référence qui indique le contexte dans lequel ils ont été trouvés. Pour nous, ça devient un objet de science puisqu'il est contextualisé. C'est pas seulement un bout d'humérus de chat ou de mouton, il est contextualisé dans une couche qui est datée, qui est une couche d'habitat ou une couche de bergerie, etc. Et puis la deuxième qualité fondamentale, c'est qu'il n'est pas isolé, il est dans une collection, et ces collections qui sont abondantes, grandes en nombre pour les périodes les plus récentes que j'étudie moi, je compare cette fois aux périodes anciennes du Paléolithique, ces collections nous permettent d'aborder toutes les analyses avec une vision statistique. L'analyse quantitative est devenue, depuis les années 50, fondamentale en archéologie, même si on voit encore, comme la semaine dernière, des articles dans Nature Communication qui semblent avoir ignoré cette révolution. Ils sont fondés sur un reste. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de raconter une anecdote à partir d'un reste qui sera jamais vérifiable, mais c'est de travailler sur la répétition des faits à l'intérieur de la collection elle-même et entre collections, qui va me permettre de dégager les grandes tendances. C'est à partir de ces grandes tendances que on pourra reconstituer des bribes d'histoire. Alors, chaque élément de ces collections est évidemment un élément riche d'informations. Je pense que c'est une des raisons du développement de nos disciplines durant ces 20 dernières années. Il y a encore 50 ou 60 ans, on se contentait de déterminer l'espèce à partir de la forme de l'os. On dit voilà, ça c'est une mâchoire gauche inférieure de mouton, et puis on était content avec ça. Et puis maintenant, eh bien, on analyse la morphologie fine avec la morphométrie géométrique sur la ligne inférieure de la ligne ventrale de la mandibule, par exemple, qui va nous permettre de distinguer différentes lignées domestiques. On analyse les isotopes stables qui sont enregistrés, Marie Ballas vous en a parlé beaucoup mieux que moi sans doute, enregistrés dans l'émail dentaire au cours de la croissance de l'animal, et qui traduisent les fluctuations de régime alimentaire annuel, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un raffinement de données saisonnières. On analyse les traces de découpe qui nous montrent les différentes pratiques anthropiques, donc on n'est pas seulement sur la vie de l'animal, mais on est aussi sur l'interaction entre l'animal et l'homme. On analyse, lorsqu'il est bien conservé, l'ADN ancien.
Le carbone 14, c'est quelque chose de formidable pour nous parce que ça nous permet de dater les vestiges individuellement. Vous savez, quand on trouve des tessons de poterie décorés, c'est assez facile, entre guillemets bien sûr, ça nécessite quand même une compétence particulière, mais c'est assez facile de dire, voilà, ce tesson de poterie ou cette série de tessons de poterie date du bronze final 3 entre 720 et 770 avant Jésus-Christ, et on a une date et personne ne la conteste, peut-être aux marges, et c'est tout. Quand on trouve une mâchoire de chameau, admettons, dans une couche associée avec ces tessons, on a deux postures possibles. Soit on dit, oh là là, le chameau a été introduit beaucoup plus tôt en France, les Gaulois avaient des chameaux. Ou alors une autre posture qui est de dire, oula, attention, c'est peut-être le cas, c'est toujours possible qu'il y ait eu un contact, un animal particulier, etc. Mais commençons par dater le vestige par lui-même. Et donc la datation directe que nous employons de plus en plus, qui nous coûte cher, mais que nous employons de plus en plus, cette datation directe est évidemment d'un secours considérable parce que la matière organique conservée dans l'os, le collagène, permet cette datation directe. Bien, alors j'en viens à aborder mes questions où et quand. De manière très synthétique, évidemment, je ne vais pas vous raconter l'histoire de chacune des espèces. D'ailleurs, la liste n'est pas complète sur cette carte un petit peu emblématique, plus qu'exacte, mais tirer de grands enseignements, finalement, de cette répartition géographique et temporelle des premières domestications. Alors, la première chose qu'il faut dire, et je dirais évacuer, sans l'évacuer complètement, évacuer assez rapidement, c'est la question du chien. Vous voyez que sur ma carte, il n'y a pas de point pour le chien, mais sur mon échelle chronologique, j'ai un grand nombre de flèches qui témoignent d'abord de l'incertitude des dates, et quand on fait la synthèse de ces deux observations, eh bien on en conclut qu'il y a sans doute un grand nombre d'endroits où on a domestiqué le chien, qu'on est encore dans le débat le plus total pour savoir si ces points sont majoritairement situés en Europe occidentale, s'ils s'étendent aussi en Asie ou en Asie centrale ou au Proche-Orient, et s'il y a des domestications indépendantes beaucoup plus à l'est, en Chine. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que tous les chiens américains sont issus de chiens domestiqués dans l'Ancien Monde et qui ont envahi le continent américain par le détroit de Bering au moment où, lors d'une des vagues de migration humaine depuis l'Ancien Monde vers le Nouveau. Ça, on en est à peu près sûr, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Pour le reste, le débat fait rage. Les articles sortent à haut rythme. Je suis invité cet après-midi sur France Culture pour parler plus particulièrement de deux articles qui viennent de sortir sur cet aspect-là. Donc on est véritablement là dans la recherche de connaissances nouvelles. Mais de toute façon, ce qui est très clair, c'est que cette domestication du chien est un fait ancien. Le chien est l'animal domestique des chasseurs-cueilleurs. Et de ce fait, il sort un tout petit peu du cadre que j'ai annoncé d'entrée, à savoir le basculement du mode de vie des sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs à éleveurs-agriculteurs. Même si le chien, et tout le monde le sait, joue un rôle fondamental dans ces sociétés d'agriculteurs-éleveurs, eh bien, sa domestication première, en tout cas, n'est pas liée à cette néolithisation dont je parle aujourd'hui. Voilà pourquoi j'y insisterai pas plus, mais évidemment, vous êtes les bienvenus pour qu'on en discute quand j'aurai fini de parler. Bon, alors voilà pour le chien. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe chronologiquement. Le gros point orange du Proche-Orient, chèvre, mouton, porc, bœuf, chat. Vous retrouvez les flèches de couleur correspondantes aux alentours de 7000, 8000, 9000 avant Jésus-Christ. Donc ce sont effectivement les plus anciennes domestications connues. En ce sens, le Proche-Orient, dans l'état actuel des données, est un lieu singulier, puisqu'il y a été domestiqué au moins 5 espèces, à des dates sensiblement plus anciennes que celles qu'on connaît dans les autres régions, mais restons toujours très prudents. Le berceau de la domestication est à roulettes et avec des roulements à billes bien huilés, puisque au cours des 50 dernières années, il s'est déplacé d'un endroit à l'autre très rapidement au fil des nouvelles découvertes. Donc restons prudents. Il se trouve que le Proche-Orient, c'est l'endroit qu'on connaît le mieux, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'événements, et donc je vous en parlerai un peu plus que du reste.
Mais comme il a été dit, je m'intéresse aussi à ce qui s'est passé en Chine et en Asie centrale. Et il y a sans doute beaucoup de choses fort intéressantes à regarder ailleurs. Enfin, en tout cas, ce qui est remarquable sur cette carte, c'est qu'il y a un certain nombre de centres de domestication, un certain nombre de points, que tout n'est pas au même endroit, même si le Proche-Orient est un gros point rouge, qu'on peut difficilement imaginer que tous ces événements de domestication se soient produits en liaison les uns avec les autres, même si certains sont plus tardifs que d'autres. Remarquons par exemple que pour les lignées bovines, on a donc une domestication au Proche-Orient, et puis peut-être une domestication en Afrique. Moi, j'y crois pas beaucoup, mais le débat est ouvert. Et puis, assurément, la domestication des lignées de zébus, hein, des bovins à bosse, dans la vallée de l'Indus, un petit peu plus tardivement que la lignée proche-orientale. Alors, on peut se dire, bon, alors finalement, l'idée de domestiquer est née au Proche-Orient et puis elle a migré jusque dans la vallée de l'Indus. Et là, un millénaire plus tard, ou un millénaire et demi plus tard, on a domestiqué les aurochs locaux. On peut aussi souligner la dernière partie de mon propos en disant on a domestiqué des aurochs locaux, donc il y a quand même un potentiel d'innovation locale qui est important, et c'est ça qu'on va privilégier pour finalement mettre en évidence la diversité des situations à l'échelle du globe. En tout cas, on peut difficilement imaginer que la domestication du lama de l'alpaca en Amérique du Sud, même si elle est plus récente que la domestication des bovins au Proche-Orient, soit issue du transfert d'une idée originaire du Proche-Orient, évidemment. Donc, ce qui est certain, c'est que de nombreuses populations à la surface du globe ont eu l'idée ou ont mis en pratique localement une idée qu'ils ont reçue pour innover dans ce domaine et créer finalement l'agrobiodiversité sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point que je voulais signaler, c'est finalement des événements multiples, souvent indépendants, qui s'échelonnent dans le temps, sur la longue durée, et qui se prolongent. Hein. On sait qu'il y a, on a dans la salle des spécialistes de la domestication des poissons, donc je ne vais pas oublier de le signaler, la fin du XXe et le XXIe siècle, ce sont les siècles de la domestication des poissons, même si ça a débuté avant. On continue à innover dans ce domaine, et finalement à anthropiser de manière extrêmement forte notre biosphère. Bien, donc c'est le premier point. Le second point que je voulais souligner, à partir de cette carte, c'est la grande diversité des situations culturelles et chronologiques. Ce qui fait la richesse de notre recherche, des questions qu'on se pose tous les jours, et ce qui me fait lever le matin, je vous l'avoue, c'est que à chaque fois qu'on aborde un nouveau site archéologique, une nouvelle région, on se trouve confronté à de nouvelles questions, à un nouveau processus. La domestication, le processus de domestication des animaux et des plantes est décliné avec une très grande diversité, autant de sociétés humaines différentes, autant d'espèces animales ou végétales différentes, autant de scénarios différents. Et c'est tout l'intérêt de l'archéologie, non pas de cataloguer, parce que ça, évidemment, ça fait partie de notre travail, mais de décrire cette diversité et de l'explorer de telle sorte qu'on puisse en tirer des enseignements sur les facteurs majeurs à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle continentale. Et ce ne sont pas les mêmes. On va y revenir, c'est la fameuse question « pourquoi ?» que j'aborderai à la fin. Donc voilà les points que je voulais souligner, les grandes caractéristiques de cette domestication et les grands enseignements. En même temps, on a répondu, même s'il y a beaucoup d'incertitudes encore, au où et quand, un peu partout, dans des situations très différentes, avec des sociétés parfois d'agriculteurs sédentaires, avec des sociétés parfois encore mobiles, avec des sociétés comme en Asie centrale, c'est des sociétés d'éleveurs mobiles qui vont recevoir les bovins et qui vont engager peut-être même des domestications locales à partir d'espèces sauvages vivant dans leur environnement. Donc un très grand nombre de situations différentes, une très grande diversité. Et ce qui est fascinant, c'est que cette très grande diversité, dans le temps, dans l'espace, dans les modalités, eh bien, elle se traduit à l'échelle de l'ensemble de l'humanité et de la biosphère par un basculement unique et finalement qui se produit dans un temps relativement court à l'échelle des temps géologiques. Bien. Alors, le comment, je vais vous l'illustrer avec un exemple. Je pourrais en prendre plein. Ça ne saurait masquer notre relative incompétence à expliquer toujours le comment.
Simplement, ce que je voudrais traduire à travers l'exemple de la chèvre au Proche et au Moyen-Orient, c'est que depuis ces 5 ou 7 dernières années, on a étendu le domaine du comment. On est parti, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, d'un consensus à l'intérieur de la communauté des archéozoologues sur le fait que la domestication provoquait très rapidement des modifications morphologiques et que quand on regardait nos ossements archéologiques, eh bien, on avait des grandes bêtes semblables aux sauvages et puis brutalement des petites bêtes qui traduisaient un impact humain, une domestication. Et donc on a commencé à dater les différentes domestications des différentes espèces à partir de cette réduction de taille brutale, nette et claire. On met des mesures sur un diagramme et puis pof, on voit que ces mesures diminuent à telle époque. Bon. Et puis, on a commencé à réfléchir avec un peu de recul, et en particulier en s'appuyant sur les nombreuses observations faites par les ethnologues. Je pense à Ingold, par exemple, qui a beaucoup pesé sur la réflexion des archéologues. Tous ces gens qui ont étudié le renne, donc un tas de situations de domestication sur lesquelles on peut discuter du degré de domestication. Mais c'est à partir d'études de ce genre qu'on a commencé à se dire, oh là là, attention, les gens qui ont domestiqué, c'était pas des éleveurs, c'était des chasseurs. Eh oui, bien sûr, c'est idiot, mais c'est vrai. Ces chasseurs, ils avaient une mentalité de chasseurs, ils ne cherchaient pas nécessairement à faire des animaux domestiques, ils cherchaient simplement à s'adapter à une situation à partir des ressources dont ils disposaient. Ils ont trouvé ces solutions-là, ils les ont explorées, ils les ont utilisées selon un très large éventail de modalités. Donc, ouvrons notre esprit, ne restons pas sur une idée de diminution brutale de la taille, essayons de comprendre ce qui se passe dans la relation entre l'homme et l'animal, au-delà de ces modifications morphologiques qui ne sont finalement que des conséquences peut-être tardives de l'emprise de l'homme sur une population animale. Et donc on a ouvert notre champ de réflexion à des indices archéologiques, archéozoologiques, un petit peu différents. On a essayé de regarder s'il n'y avait pas des petites modifications dans les proportions des sexes, dans les distances morphologiques entre mâles et femelles chez les animaux à dimorphisme sexuel, donc avec des indices qui sont un peu plus fins que la brutale diminution de taille. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une histoire de domestication avant la domestication. Sur cet exemple des chèvres que j'ai pris parce qu'il y a aussi des données génétiques, on peut raconter l'histoire de la manière suivante. Avant 8500 avant Jésus-Christ, qui est la date officielle de domestication des chèvres au Proche-Orient, eh bien avant, alors je dis avant parce que je ne sais pas exactement quand ça commence, justement, c'est difficile de le dire, il y a manifestement dans toute une zone très vaste du Proche et du Moyen-Orient, qui s'étend probablement jusqu'au milieu du plateau iranien, depuis la Méditerranée, une intensification de la relation avec la chèvre dans certaines populations humaines, mobiles ou sédentaires. Et cette intensification, elle amène finalement un contrôle des animaux sauvages, sans pour autant que ces animaux soient morphologiquement modifiés. C'est-à-dire qu'ils sont toujours de format sauvage, mais ils sont contrôlés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu difficile à dire parce qu'on n'a pas de film d'époque, mais à notre niveau, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne les chasse plus de la même manière, on protège les femelles, peut-être même qu'on les attire ou on les affourage à certains moments difficiles de l'année. Ça, c'est une des problématiques qu'on poursuit avec l'analyse des isotopes enregistrés dans les os ou dans les dents, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de pratiques, toujours de chasse, qui se développent et qui intensifient la relation et qui fait que cet animal devient une ressource principale, de viande en tout cas, pour beaucoup de ces groupes humains, et que la relation, finalement, s'intensifie exactement dans la perspective que j'évoquais en introduction, finalement, d'un rapprochement entre ces animaux qui ont tendance à s'approcher de l'homme parce que l'homme offre un certain nombre de ressources ou parce que, finalement, ce sont des animaux qui ne sont pas tellement anthropophobes dans leur comportement. Et puis des sociétés humaines qui vont y trouver leur intérêt et dont l'intentionnalité vis-à-vis de ces animaux va s'accroître au fil du temps. Donc cette histoire pré-domestique, c'est idiot de dire ça parce que c'est très téléologique, il n'y a pas de volonté d'aboutir à une domestication, mais cette histoire qu'on peut qualifier en termes chronologiques de pré-domestique, elle est extrêmement importante, on la connaît très mal, on voit que ça va être difficile de la comprendre, mais on concentre nos efforts là-dessus parce que c'est vraiment le moment de ce basculement entre l'anthropisation et la domestication. Quels sont les responsables
les sociétés responsables de ces pré-domestications, eh bien, ce sont des sociétés d'agriculteurs-éleveurs. Ici, une photo de la fouille du village de Jeff El Armar, qui était au bord de l'Euphrate. Il est maintenant sous l'eau des lacs de Syriens qui ont été faits depuis. Ce village de Jeff El Armar, il nous montre ce qu'était un village de néolithique pré-céramique A, aux alentours de 9000, 9200 avant Jésus-Christ. Ce sont ces populations très organisées. Vous voyez un village avec des maisons relativement standardisées, quadrangulaires, construites avec des pierres toutes taillées, organisées autour d'un bâtiment central, semi-enterré, avec des banquettes, beaucoup d'offrandes à l'intérieur de ces banquettes, donc une certaine sacralisation du bâtiment, des espaces, des alvéoles au sein de ce bâtiment qui étaient probablement utilisés pour conserver les stocks, donc une fonction à la fois communautaire et économique. Donc des sociétés très organisées, sédentaires depuis fort longtemps, puisque c'est l'une des régions du globe où la sédentarisation s'est produite dès 12 000 avant Jésus-Christ, il y a 14 000 ans. Donc des populations très structurées, très organisées, qui pratiquaient l'agriculture déjà, ou l'agriculture de plantes sauvages, mais c'était déjà l'agriculture. Eh bien, ce sont ces sociétés-là qui ont commencé à intensifier leurs relations avec certaines espèces animales de leur environnement. Quelques images supplémentaires du site de Göbekli, qui est en Anatolie, de l'autre côté de la frontière, toujours le long de la vallée de l'Euphrate, mais côté nord, côté turc. Un site particulièrement impressionnant, puisque il est composé pratiquement, du moins dans la zone fouillée jusqu'à présent, uniquement de bâtiments ronds semi-enterrés, de bâtiments communautaires, de ces bâtiments centraux du village de Djerf. Et ces bâtiments sont bâtis sur une architecture extrêmement remarquable, avec ces monolithes de plusieurs tonnes, entièrement taillés et gravés avec des scènes de chasse. Donc une société qui a non seulement une organisation villageoise forte, mais une organisation probablement supra-villageoise aussi forte, qui entretient une certaine communauté culturelle à grande échelle d'espace et aussi de temps. Donc des sociétés puissantes, des sociétés innovantes, des sociétés probablement déjà en partie hiérarchisées, qui sont à l'origine de cette intensification qui intervient, comme vous l'avez compris, un tout petit peu après la naissance des premières agricultures. La deuxième étape, alors elle intervient à partir de 8500. Là, on a des indices très clairs de diminution de taille, de modification morphologique des chèvres dans certaines zones, en particulier dans le noyau le plus vert, celui-ci, où on a un certain nombre de sites qui nous montrent que les chèvres sont domestiquées, sont probablement élevées dans des enclos, sont exploitées vraiment comme des animaux domestiques. Vous verrez tout à l'heure qu'on n'est pas tout à fait convaincu de devoir parler d'élevage, mais c'est déjà une domestication très claire. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de noyaux qui se développent et où la gestion ne va pas être tout à fait la même. Dans le noyau le plus méridional, où les sociétés sont encore mobiles, eh bien, on va continuer à intensifier la relation sur le thème de la chasse, beaucoup plus que sur celui de l'élevage. Et de fait, dans le noyau septentrional va produire des lignées domestiques qui vont connaître un succès important, si bien que en troisième phase, je vais passer directement à la troisième phase, je reviendrai sur ces flèches. En troisième phase, eh bien, ce sont ces lignées domestiques qui sont nées dans le nord, qui vont se répandre un peu partout, qui vont venir supplanter sans doute des lignées chassées de manière intensive, mais pas véritablement domestiquées dans la région du Zagros ou au centre du plateau iranien. Donc une histoire complexe, une histoire longue qui va s'étendre sur 2 voire 3 millénaires, avec une intensification, des retours, et puis une relation constante entre des populations sauvages et des populations humaines, avec cette interface d'animaux plus ou moins domestiqués. En fait, j'ai replacer ici cette flèche de processus de domestication dont je vous parle depuis déjà, ça me permet de regarder l'heure discrètement depuis déjà trop longtemps, et surtout ces différents stades de contrôle d'animaux sauvages, contrôle d'animaux captifs. Finalement, dans notre vision d'archéologue, notre vision diachronique de ce processus, ce qu'on cherche à reconstituer, c'est pas tant, on cherche pas tant à répondre à la question est-ce que cet animal est domestique ou pas, mais on cherche à finalement décrire l'état de la relation pour tel site, à telle époque, dans telle région, et pour telle espèce.
Et c'est évidemment ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est d'arriver à connaître cet état, savoir ensuite si cet état a provoqué à terme, ou en combien de temps il a provoqué des modifications biologiques. C'est évidemment un sujet fort intéressant, mais qui s'adresse plus à la naissance de l'agrobiodiversité qu'à l'histoire même de la relation homme-animal. Alors, dans le comment, je ne peux pas vous laisser simplement sur l'idée qu'on a domestiqué en un lieu donné, de façon même complexe ou sur une grande surface, la naissance de l'élevage ou l'apparition des animaux domestiques. C'est aussi pour une grande partie du monde un héritage à partir d'un lieu de domestication. Vous l'avez vu tout à l'heure sur ma carte du monde, il y avait beaucoup de points, mais il y avait aussi beaucoup de zones où il n'y avait pas de points. C'est le cas en partie de l'Europe, où l'innovation locale n'a pas été aussi importante qu'au Proche-Orient, et où finalement l'apparition des animaux domestiques et la naissance de l'élevage qui s'ensuit ont été en très grande partie tributaires des innovations proche-orientales. En Europe, vous le voyez, la naissance, alors ces dates qui sont portées là et ces flèches représentent l'apparition des premiers moutons et chèvres. C'est ce qui est le plus sûr parce qu'il n'y a pas d'ancêtres sauvages potentiels des moutons et des chèvres en Europe. Donc très nécessairement, il a fallu qu'elles soient introduites à partir de lignées précédemment domestiquées au Proche-Orient où les ancêtres sauvages vivaient. Donc vous voyez que les dates s'échelonnent selon deux grands courants, courant méditerranéen et courant danubien, qui vont se réunir à terme dans l'Europe du Nord-Est sur les îles britanniques, avec des dates qui s'enracinent aux alentours de 6800 avant Jésus-Christ et qui s'échelonnent pour la Méditerranée jusque 5500 à peu près pour la péninsule ibérique. Donc une progression lente, hein, c'est pas le déferlement des Huns, hein, c'est un lente contamination des populations qui vont changer de mode de vie avec des transports réels, d'abord des déplacements de population, hein, sans doute limités et dans des sphères relativement étroites, mais aussi des transports d'objets et des transports d'animaux, puisque ces lignées de moutons, il a bien fallu qu'on les transporte, souvent par bateau même, hein, depuis le Proche-Orient jusque en Espagne, de proche en proche évidemment, et extrêmement lentement. Donc voilà un autre processus, une autre réponse au comment. Il n'y a pas une seule solution de naissance lente et complexe dans un lieu donné, mais il y a aussi pour beaucoup de régions une lente contamination, entre guillemets, un lent basculement progressif vers ce mode de vie néolithique qui s'accompagne du transport d'animaux domestiques. Il s'accompagne aussi, et ça c'est une des découvertes relativement récentes pour l'Europe, il s'accompagne aussi d'une recomposition de ce mode de vie néolithique. On parlait il n'y a pas longtemps encore de package néolithique, hein. C'est une espèce de cadeau, paquet cadeau, effectivement, avec de la poterie, de la pierre polie, des céréales, des moutons et des chèvres qui seraient arrivés du Proche-Orient et que les populations auraient adopté à différents rythmes, sans se poser trop de questions. Ben, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y a effectivement une arrivée d'objets et de savoir et de savoir-faire à partir du Proche-Orient, hein, qui est l'impulsion de départ, mais chaque population, chaque culture a recomposé ce système à sa manière, au point que, maintenant on en a la preuve, eh bien, de nombreuses cultures en Europe ont domestiqué les sangliers locaux, à partir des cochons domestiques, enfin, issus du Proche-Orient, qui sont de fait arrivés jusque dans le bassin parisien aux alentours de 5100 avant Jésus-Christ, eh bien, les populations locales ont eu l'idée de domestiquer les sangliers locaux et ont créé des lignées domestiques nouvelles, au point que 2 millénaires après ce premier impact néolithique, eh bien, toutes les lignées de cochons domestiques d'Europe étaient des lignées d'origine européenne. Les lignées issues du Proche-Orient s'étaient éteintes, et 4 millénaires plus tard, au Proche-Orient, à l'âge du bronze, ce sont des lignées européennes qui étaient réinjectées et qui font que beaucoup des lignées de cochons du Proche-Orient, celles qui ont subsisté évidemment après l'interdit alimentaire du cochon, beaucoup de ces lignées sont issues de domestication européenne, hein. C'est un schéma en retour, hein, qui est intéressant et qui montre la complexité des choses aussi.
Alors j'en viens au pourquoi, et là j'aurais pu me passer presque d'images parce que j'ai pas grand-chose à vous raconter. Le pourquoi, c'est une grande question. Je veux simplement balayer les différentes hypothèses, déconstruire peut-être des idées reçues, en particulier pour commencer celle du climat. Il y a encore beaucoup de collègues qui font des grandes présentations en disant, vous voyez, c'est le climat, c'est le climat, c'est le climat. On est quand même en train de basculer lentement vers une vision plus nuancée des choses, mais il faut dire qu'on vit sur une idée très forte qui est née dans les années 40 du siècle précédent avec Gordon Childe, à savoir que avec le réchauffement climatique de l'Holocène et la prédictibilité, la meilleure prédictibilité des saisons, l'instauration finalement de saisons gérables par des chasseurs-cueilleurs puis des agriculteurs, eh bien les groupes humains dans de nombreuses régions s'étaient mis à l'agriculture et à l'élevage. Bon, tout ça est une très belle idée. Elle a été contestée dès les années 80 par un certain nombre de collègues américains qui ont dit « Ah, mais attention, attention, c'est plus ancien que le réchauffement, donc c'est pas le réchauffement, mais c'est au contraire le refroidissement, le dernier grand refroidissement du Trias récent, entre 10 000 et 12 000 avant Jésus-Christ, qui a forcé les sociétés à trouver de nouvelles solutions parce que la situation était extrêmement difficile pour elles. L'approvisionnement devenait compliqué et elles ont inventé ces nouvelles solutions. Alors, est-ce que c'est le réchauffement? Est-ce que c'est le refroidissement? Ça fait un peu désordre, il faudrait se mettre d'accord, mais vous avez vu que compte tenu de la diversité des situations qui étaient mal connues à l'époque et peut-être mal appréhendées, et surtout compte tenu de ce qu'on sait maintenant sur les fluctuations climatiques, c'est pour ça que j'ai mis ce schéma-là, eh bien, on doit envisager les choses de manière très différente. On a maintenant des dates très précises sur ces fluctuations climatiques. On a cet enregistrement que j'ai représenté ici de la proportion d'oxygène 18 dans les glaces des calottes glaciaires, qui traduit de manière très fidèle la température globale à un temps T. On a des données pratiquement annuelles, puisque les lamines de glace empilées les unes sur les autres dans ces calottes glaciaires peuvent être comptées. On peut remonter le temps véritablement, même si en vérité on n'a pas fait tout à fait ça. On a sauté un certain nombre de lamines parce que ça faisait trop de travail, c'était trop cher. Mais on a des données assez précises et on voit très bien que les fluctuations climatiques, d'abord on les date très précisément, il ne s'agit plus de raconter n'importe quoi, et deuxièmement, on voit qu'il y a eu des réchauffements importants dans le Tardi glaciaire, que effectivement ce dernier refroidissement là que je signalais à l'instant du Drias récent a été très fort, que le réchauffement se fait ici, qu'il y a des accidents importants dans l'Holocène. Il y a cet accident-là qui vous paraît tout petit, mais qui est extrêmement important puisque c'est un brutal refroidissement de la température de l'hémisphère nord de 5 degrés en moyenne, ce qui est considérable, moyenne annuelle, voire 7 degrés à certains endroits. C'est quand même un choc climatique important sur 80 ans, et puis hop, retour à des conditions normales, donc, enfin normales, plus proches de celles de l'actuelle. Donc vous voyez qu'on a une connaissance précise maintenant de cette situation, et mettre en regard ces fluctuations bien datées avec celles de la naissance de l'agriculture et de l'élevage, ça devient très très compliqué. Parce qu'à chaque endroit, on peut trouver une fluctuation climatique qui correspond à ce qu'on cherche et dire « Ah bah tiens, c'est le refroidissement » ou « Tiens, c'est le réchauffement ». Mais la réalité des choses, c'est qu'on n'aura pas une vision globale. La seule réalité, la seule chose qui est convaincante, c'est qu'il y a effectivement, avec le réchauffement holocène, des conditions beaucoup plus prédictibles, des conditions bien meilleures pour le développement d'agriculture dans les régions tempérées, en particulier, qui étaient englacées auparavant. Et du coup, la naissance d'un système d'adaptation des sociétés à ces alternances saisonnières en région tempérée. Donc tout un environnement climatique qui permet, qui facilite le développement de ces économies agricoles. Cela étant dit, je ne dirai plus, comme on disait il y a encore 20 ans, ou comme vous le trouverez encore dans de nombreux manuels, que le climat est la cause principale. C'est une des raisons, sans aucun doute. À quel degré, c'est ça qui est plus intéressant à explorer. Donc, deuxième point, on a aussi dit, ah ben voilà, c'est un progrès dans l'histoire de l'humanité, Homo sapiens devient de plus en plus intelligent, acquiert de plus en plus de capacités techniques, et tout d'un coup, il devient très intelligent et il devient capable de maîtriser les plantes et les animaux. Alors là, arrêtons tout de suite, je vais passer vite là-dessus. Bien entendu, l'innovation technique fait partie
de l'histoire. La domestication des plantes et des animaux nécessite, entraîne une série d'innovations techniques qui, en retour, vont accélérer le mouvement, bien entendu. Mais dire que c'est l'accession brutale à une connaissance technique meilleure, non, sans doute pas. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont des connaissances techniques importantes. Ce cliché de Philippe Erickson, pris chez les Indiens Achuar dans les années 80, est un peu emblématique. Il nous montre finalement des groupes de chasseurs-cueilleurs, enfin horticulteurs, chasseurs, qui développent ce qu'on appelle le pet keeping, c'est-à-dire qu'ils capturent des jeunes animaux dans la nature et ils les élèvent avec leurs enfants, ils les allaitent, ils les considèrent exactement comme des enfants. Ils n'ont pas perdu la raison, c'est simplement pour s'assurer la disponibilité des ressources naturelles, pour se déculpabiliser vis-à-vis des animaux qu'ils tuent pour manger et s'assurer un avenir auprès de la nature nourricière. Donc c'est une appropriation d'animal, donc on touche un petit peu à la domestication, mais le but n'est pas du tout un service, le but est entièrement symbolique. Il s'agit d'ailleurs pas du tout de contrôler la reproduction de ce petit singe. Quand il va devenir plus grand, soit on va le tuer, éventuellement on va le manger, ou on va le relâcher. Le but était uniquement symbolique. Donc les chasseurs-cueilleurs savent s'occuper d'animaux, et d'ailleurs la meilleure preuve c'est la domestication du chien, qui est intervenue chez des chasseurs-cueilleurs. Donc j'insiste pas là-dessus, mais je ne nie pas non plus que l'amélioration des capacités techniques a joué un rôle fondamental dans le développement de l'agriculture et de l'élevage. Un autre facteur qu'on commence à mieux prendre en compte, c'est le facteur démographique. Il est une chose certaine, ce qu'Homo sapiens, si on accepte l'idée qu'il est sorti d'Afrique et qu'il a envahi le monde, c'est avant tout la première et la plus puissante espèce invasive qu'on ait eu à connaître durant les derniers millénaires à la surface du globe. Une espèce invasive, on sait bien qu'elle ne peut l'être que s'il y a un moteur démographique important derrière. Bien sûr, il y a des capacités d'adaptation à des environnements très variés, ok. Mais l'important, c'est qu'il y a un moteur démographique. C'est une espèce en expansion démographique. Disons que sur la longue durée, on pourrait presque dessiner une courbe, il y en a qui le font, dessiner une courbe de cette croissance démographique qui est constante. Dans la réalité, plutôt à une échelle de temps plus réduite, la croissance démographique, elle n'est pas si linéaire que ça ou exponentielle que ça. Il y a des retours, et ce qu'on commence à savoir faire avec l'archéologie, les archéologues ne voulaient pas faire jusqu'à présent, mais ils commencent à se laisser convaincre, c'est de tenter des estimations. Alors, le schéma que vous voyez ici, qui est issu d'un travail d'une collègue espagnole sous la direction de Jean-Pierre Bocquet-Appel, montre un certain nombre d'estimations de la proportion des jeunes de 5 ans par rapport aux jeunes de 15 ans dans les cimetières néolithiques. Ce marqueur, jeunes de 5 ans sur jeunes de 15 ans, est un marqueur de la démographie. Pour des raisons que je ne vais pas développer ici, d'ailleurs je serais bien incapable de rentrer dans le détail, et on voit que entre la période pré-agricole, le zéro ici c'est la naissance de l'agriculture au Proche-Orient dans ce cas-là. On voit qu'il y a une certaine décroissance, peut-être pas très significative, de la démographie globalement. Et puis ensuite, on a un grand nombre de sites avec des démographies, des schémas démographiques extrêmement variés, mais la tendance générale, modélisée par cette courbe, est une croissance importante à partir du zéro, à partir du moment où l'agriculture démarre. Alors, Jean-Pierre Bocquet-Appel, vous direz, s'il était là, vous voyez, c'est la démographie qui a provoqué, c'est l'accroissement démographique subi qui a provoqué le développement de l'agriculture et de l'élevage. Moi, j'ai tendance à vous dire, c'est peut-être l'agriculture et l'élevage qui ont favorisé le développement de la démographie, mais l'un comme l'autre, on aurait tort, parce que, et d'ailleurs, on est d'accord là-dessus, parce qu'on a souvent discuté, l'un comme l'autre, on est d'accord, c'est évidemment une boucle de rétroaction positive entre les deux. À chaque fois qu'il y a un phénomène majeur qui se produit, il y a plusieurs facteurs, et ces facteurs, ils interagissent de manière positive, sinon le phénomène ne se produit pas. Donc, cette démographie est importante. Alors, accroissement de l'approvisionnement en viande. On a longtemps dit, c'est des garde-manger sur pied, les animaux domestiques, par rapport aux animaux sauvages qu'on a du mal à s'approprier. Donc on est longtemps resté sur l'idée qu'on avait domestiqué pour avoir plus de viande.
Et puis quand on regarde, comme je l'ai fait avec mon collègue Daniel Elmer il y a quelques années, quand on regarde ce qui se passe sur un grand nombre de sites au Proche-Orient, puisque c'est là qu'on a travaillé, on se rend compte que au moment où on commence à avoir des animaux domestiques, 8500 avant Jésus-Christ, eh bien la proportion de la viande issue de la chasse dans tous ces sites reste 80%. Ce n'est que 500-800 ans plus tard, 8 siècles quand même, que on commence à avoir presque 50% de la viande issue de l'élevage. Et ce n'est qu'un millénaire, presque un millénaire et demi plus tard, que la viande d'élevage devient majoritaire dans l'alimentation carnée. Alors ça, moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que je me dis, ces gens-là, ils avaient des animaux domestiques, même déjà bien transformés, hein, 8500, c'est des animaux qui sont morphologiquement modifiés, et puis ils ont continué à chasser, ils ont continué à manger de la viande de chasse. Donc ça veut dire que pendant 10 siècles, ce qui n'est pas rien, ils avaient des animaux domestiques et ils ont fait autre chose pour se procurer de la viande. Et puis après, ce que j'appelle l'élevage est né, l'élevage à viande est né, mais il est né un millénaire plus tard que la domestication des animaux quand même. Alors il faut comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. On a différentes pistes sur lesquelles on travaille, différentes hypothèses hein, pour ce second pourquoi, ce second niveau de pourquoi. Est-ce que l'apport en viande paraît négligeable, mais que sur le plan saisonnier, il était très important parce qu'il compensait des carences saisonnières des animaux sauvages? Est-ce qu'on recherchait d'autres produits? Et on travaille beaucoup, enfin moi je travaille beaucoup sur la naissance de l'exploitation du lait, qui peut être une raison, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut difficilement se procurer avec des animaux sauvages, c'est le lait. Avec les animaux domestiques, surtout les ongulés, les ruminants du moins, c'est plus facile. Est-ce que finalement la naissance de l'élevage au Proche-Orient ne serait qu'une conséquence de la naissance de l'agriculture? Finalement, amender les champs, c'est très très important en agriculture, et avoir des animaux, ça peut être important uniquement pour aller les mener sur les champs après les récoltes et régénérer le potentiel de ces champs avec les fumures. C'est quelque chose qu'il faut envisager et qu'on peut tester archéologiquement. Est-ce que, finalement, il n'y a pas une part de prestige social dans ces sociétés dont on a vu qu'elles sont déjà hiérarchisées, où il y a besoin d'appuyer sa position sociale. Donc, je ne conclurai pas, bien entendu. Vous avez là un certain nombre de causes possibles. J'insiste surtout sur l'aspect boucle de rétroaction positive, hein, parce que je pense que véritablement, il y a là un jeu entre ces différentes composantes qui va être très difficile à démêler avec nos outils archéologiques, mais c'est comme ça que se posent les problématiques à nous, et on va explorer ces différentes pistes avec les outils qui sont les nôtres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.